Dans ce village, on dit que si tu entends de la musique après la tombée de la nuit, n'écoute pas, ne regarde pas, et ne suis jamais la danseuse en blanc. Il y a longtemps, dans le village d'Obika, vivait une jeune femme nommée Neoma. Neoma n'était comme personne d'autre. Elle était grande et fine, avec une peau couleur bronze poli. Ses yeux étaient d'un blanc éclatant, lumineux, comme s'il voyait des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Mais ce n'était pas sa beauté qui la rendait célèbre, c'était sa danse. Neoma dansait comme le vent à travers les palmiers. Ses pieds étaient légers, ses pas doux, et son corps bougeait comme la musique elle-même. Pendant les fêtes du village, les mariages ou les pleines lunes, les gens se rassemblaient juste pour la regarder. Les vieux disaient, cette fille est touchée par les dieux. Les vieilles femmes murmuraient que même la terre écoutait ses pas. Les enfants essayaient d'imiter ses mouvements. Les tambourineurs adoraient jouer quand elle dansait, car son rythme était parfait, comme si son âme et le tambour discutaient ensemble. Neoma ne parlait pas beaucoup, elle n'en avait pas besoin. Sa danse parlait pour elle. Malgré sa renommée et les éloges, elle restait simple et douce. Elle n'aimait pas qu'on la célèbre. Elle passait le plus clair de son temps à aider sa mère à piler l'igname ou à aller chercher de l'eau au ruisseau. Sa vie était tranquille jusqu'au jour où elle tomba amoureuse. Il s'appelait Eboubé. C'était un chasseur grand et fort, avec des yeux doux et une voix calme. Eboubé n'était pas riche. Il n'avait ni vêtements élégants ni beaucoup de chèvres, mais il avait quelque chose de rare, un bon cœur. Il traitait Neoma avec respect. Il ne lui parlait jamais avec dureté. Il se fichait qu'elle soit célèbre. Il l'aimait pour ce qu'elle était, pas pour sa danse. Neoma souriait davantage quand elle était avec lui. Ils allaient au bord de la rivière pour discuter. Il s'asseyait sous le manguier pendant qu'elle tressait ses cheveux et qu'il nettoyait ses flèches. Il n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Ils se comprenaient. Tout le village aimait leur amour. Les gens disaient que c'était le genre d'amour qui rend les esprits jaloux. Un après-midi ensoleillé, les anciens du village vinrent dans la concession de la famille d'Eboubé. Ils donnèrent leur bénédiction pour qu'il épouse Neoma. La date fut fixée, les tambours préparés. Mais il y avait une tradition à respecter. Eboubé devait prouver qu'il était digne d'une danseuse touchée par les esprits. Il devait aller chasser un léopard sauvage dans la forêt d'Agosha, non pas pour la viande, mais pour la peau, qu'il déposerait aux pieds de Neoma le jour du mariage. C'était une épreuve dangereuse. Beaucoup de jeunes hommes avaient échoué. La forêt d'Agosha était sombre, épaisse, pleine de choses qui n'aimaient pas être dérangées. Mais Eboubé était courageux, et son amour pour Neoma était profond. La veille de son départ, il lui embrassa la main et dit, « Quand je reviendrai, je ne te quitterai plus jamais. » Elle le serra fort contre elle et murmura, « Je danserai uniquement pour toi. » Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Eboubé. Les jours passèrent, puis des semaines. Chaque fois que les buissons bougeaient, Neoma courait vers le sentier, espérant le voir. Chaque fois que quelqu'un entrait dans le village, elle demandait, « L'as-tu vu ?» Mais il n'y avait pas de nouvelles. Aucun son. Aucune empreinte. Aucun retour. Peu à peu, Neoma changea. Elle arrêta de danser. Elle arrêta de sourire. Elle ne mangeait presque plus. Elle s'asseyait seule sous le manguier où ils avaient l'habitude de s'asseoir. Elle regardait la forêt comme si ses yeux pouvaient le faire revenir. La nuit, elle marchait jusqu'au bord de la forêt d'Agosha et restait là, immobile. Certaines nuits, elle chantait. Certaines nuits, elle pleurait. D'autres, elle dansait. Mais ce n'était plus une danse de joie. Ses mouvements étaient lourds, tristes, furieux, sauvages. Les villageois la suppliaient d'arrêter. Ils disaient que ce n'était pas bon, qu'elle réveillait des choses. Mais elle s'en fichait. Elle voulait seulement le retrouver. Puis, une nuit de pleine lune, les villageois entendirent des tambours. Mais personne ne jouait. Ils entendirent des clochettes. Mais personne ne dansait. Ils sortirent précipitamment pour voir ce qui se passait. Là, sous la lumière de la lune, ils la virent. Neoma dansait seule. Ses cheveux étaient détachés. Sa robe flottait. Ses pieds bougeaient avec des pas étranges, puissants. Elle ne dansait plus comme une fille. Elle dansait comme quelqu'un devenu autre chose. Elle cria le nom d'Eboubé encore et encore,
puis tomba brusquement dans le silence. Au matin, elle avait disparu. Volatilisée. Personne ne l'avait vue partir. On ne retrouva ni son corps ni sa robe. Ils cherchèrent la rivière, ils fouillèrent la forêt, ils envoyèrent même des messagers dans les villages voisins. Mais Neoma s'était évaporée comme de la fumée dans le vent. Le matin qui suivit sa disparition, le village était silencieux. Les gens se rassemblaient par petits groupes, chuchotant. Les mères serraient leurs enfants contre elles. Cette nuit-là, alors que la lune s'élevait, pleine et ronde, des sons étranges flottèrent dans le village. D'abord une flûte lente, puis des tambours doux, puis le tintement de clochettes lointaines. Tous sortirent de chez eux. Ils regardaient autour, confus. Personne ne jouait. Aucun tambourineur. Aucun flûtiste. Aucun danseur. Mais la musique continuait. Soudain, quelqu'un cria. C'était une vieille femme, Mama Ojigo. Elle pointa du doigt vers l'extrémité du village, près du grand hiroko qui marquait l'orée de la forêt d'Agosha. Là, elle se tenait. Une femme en blanc. Pieds nus. Ses longs cheveux noirs couvraient son visage. Ses bras ondulaient doucement dans l'air et ses pieds bougeaient lentement, comme si elle dansait sur une musique qu'elle seule pouvait entendre. Les gens haltèrent. Neoma, murmura quelqu'un. Non, ce n'est pas possible, répondit un autre. La femme dansa quelques secondes, puis se tourna et entra dans la forêt. Cette nuit-là, personne ne dormit. Le lendemain, un jeune fermier nommé Emeka alla récolter les ignames. Il resta dehors tard, ne croyant pas aux histoires de fantômes. Il ne rentra jamais. Le matin suivant, on trouva sa machette au sol. Son panier d'ignames était tombé à côté. Pas de sang. Pas d'Emeka. Il avait disparu. Comme Ebube. Comme Neoma. La peur se répandit. Un garçon de 13 ans, resté dehors pour attacher une chèvre, répondit à sa mère, « J'arrive bientôt. » Il ne rentra jamais. On retrouva la corde par terre, la chèvre toujours là. Lui, non. 3 autres disparurent la même semaine. Le chef du village convoqua une réunion d'urgence. Le plus ancien, Papa Ifediba, se leva et parla d'une voix tremblante. « Ce n'est pas une blague, dit-il. Ce n'est pas une histoire de fantôme. C'est réel. Elle est de retour. Elle est en colère. Et elle n'a pas fini. » Ils décidèrent alors d'une règle qui allait changer le village à jamais. À 18 heures, chaque personne devait être à l'intérieur de sa maison. Les portes fermées. Les fenêtres scellées. Il était interdit de regarder dehors. Interdit de répondre à la musique. Interdit de suivre la danseuse. Pour s'en souvenir, le forgeron fabriqua une énorme cloche en fer. Elle fut suspendue au centre du village. Chaque soir, un garçon la faisait sonner 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après le dernier coup, même les chiens n'étaient plus autorisés dehors. Cette règle ne fut jamais enfreinte. Dès lors, Obika changea. Fini les chansons bruyantes et les veillées tardives. Tout se faisait en journée. Mariage, funérailles, baptême. Tout devait finir avant le coucher du soleil. Les visiteurs étaient prévenus. Les étrangers étaient surveillés. Les enfants, dès l'âge de 5 ans, apprenaient, quand tu entends la 6e cloche, cours à la maison. N'attends pas. Ne parle pas. Ne regarde pas en arrière. Certains villageois partirent. D'autres restèrent et obéirent. Mais une chose était claire, quelque chose de mauvais dansait dans l'obscurité. Et les gens croyaient que c'était Neoma. Mais pas la Neoma d'autrefois. Celle-ci ne souriait plus. Elle ne donnait plus de joie. Elle ne voulait plus qu'on la regarde. Elle ne dansait plus par amour. Elle dansait désormais pour la douleur. Elle dansait pour la vengeance. Elle dansait pour prendre. Les années passèrent et la règle de 18 heures ne fut jamais enfreinte, pas une seule fois, jusqu'au jour où un étranger arriva à Obika. Il s'appelait Uzo, un jeune homme venu de la ville avec des caméras et des livres. Il disait faire des recherches sur les mythes africains. Quand les villageois l'avertirent, il rit et dit que tout cela n'était que des histoires de fantômes.
Il ne croyait pas à ces choses. Il loua une petite hutte près de la forêt d'Agosha. Les anciens le supplièrent de partir avant la nuit. Il promit qu'il le ferait. Mais lorsque la cloche sonna 6 fois, Uzo resta dehors. Il s'assit sous l'iroko, sa caméra sur les genoux, attendant. Et puis il l'entendit. Une flûte douce, des tambours légers, des clochettes. Il se leva, tremblant. C'était réel. Il fit volte-face pour fuir, mais c'était trop tard. Elle était là. La femme en blanc. Cheveux sur le visage, pieds effleurant le sol, bras ondulant lentement. Elle dansait vers lui. Elle hurla. Les villageois entendirent le cri, puis le silence. Le lendemain matin, sa hutte était vide. Seule sa caméra restait, posée dans la poussière. Et sur la caméra, une dernière image floue d'une femme en train de danser. Elle s'appelait Adaobi, elle avait 11 ans. Elle n'avait jamais vu la danseuse, seulement entendu les histoires. Chaque nuit, sa grand-mère lui murmurait « N'ouvre jamais ta fenêtre après la cloche, ma chérie. » C'est à ce moment qu'elle danse. Mais Adaobi était curieuse, trop curieuse. Une nuit, juste après la 6e cloche, elle s'assit près de la fenêtre. Sa grand-mère dormait. La maison était silencieuse. La lune pleine. Puis elle entendit. La flûte. Le tambour. Les clochettes. Son cœur battait vite. Elle voulait juste jeter un coup d'œil. Juste une fois. Elle écarta lentement le rideau. Dehors, sous la lune, la danseuse était là. Robe blanche. Longs cheveux noirs. Visage caché. Son corps bougeait comme de la fumée. Adaobi resta figée, sans souffle. La danseuse s'arrêta soudain. Elle tourna la tête. Elle regarda directement la fenêtre d'Adaobi. Son visage restait caché, mais Adaobi sentit son regard, profond, froid, vide. La danseuse leva la main et pointa vers elle. Adaobi hurla et tomba en arrière. Elle courut vers sa grand-mère en larmes. La vieille femme la serra fort et pria toute la nuit. Au matin, Adaobi avait de la fièvre. Elle ne parlait plus, ne mangeait plus. Elle murmurait juste un mot, encore et encore. Pardon. 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 Elle n'ouvrit plus jamais la fenêtre. Et les villageois, pour plus de sécurité, clouèrent leurs fenêtres. Un soir, un jeune homme nommé Onu, récolteur de vin de palme, avait trop bu. Quand la cloche sonna à 18 heures, il se mit à rire. « Je n'ai pas peur de la musique, cria-t-il. Qu'elle vienne. » Il s'assit dehors avec sa calebasse, écoutant. Puis la musique commença. Flûte. Tambour. Clochette. Au lieu de fuir, Onu se leva et marcha vers le son. Il dépassa les arbres, entra dans la brousse, de plus en plus profond. La musique devenait plus forte. On ne le revit jamais. Le lendemain matin, seule sa calebasse fut retrouvée. Un soir nuageux, le vent était fort, le ciel semblait fâché. Les villageois se dépêchèrent de finir leurs activités avant la cloche. Mais ce jour-là, la cloche ne sonna pas. Le garçon chargé de la faire sonner, Kamsi, avait disparu. Personne ne l'avait vu partir, personne ne l'avait entendu crier. La corde était toujours attachée à la cloche, mais Kamsi n'était plus là. Les villageois paniquèrent. Ils ne savaient plus l'heure. Le soleil était caché par les nuages. Était-il déjà 18 heures? Les gens coururent se cacher dans leur maison. Certains pleuraient. D'autres priaient. Et alors, la musique. Flûte. Tambour. Clochette. Quelqu'un jeta un coup d'œil dehors et la vit. La danseuse. Elle était déjà dans le village, plus à la lisière, mais au centre. Elle tournoyait lentement, bras écartés, pieds à peine posés au sol. Cette nuit-là, 5 personnes disparurent. Le chef. 2 chasseurs. Une veuve. Et une petite fille. Le lendemain, les anciens décrétèrent une nouvelle règle. Même si la cloche ne sonne pas, il faut rentrer dès que le ciel commence à s'assombrir. Depuis ce jour, plus personne n'a attendu la cloche.
Pendant de nombreuses années, cette règle fonctionna. Rester à l'intérieur. Fermer les fenêtres. Ne pas ouvrir la porte. Et la musique passait. Mais une nuit, quelque chose changea. Dans une petite maison en terre au bord du village, une mère nommée Ngozi était assise avec ses 2 enfants. Le feu était bas. La cloche avait déjà sonné. Les portes étaient verrouillées. Puis ils entendirent la musique. Douce. Lointaine. Comme toujours. Ngozi serra ses enfants. « N'ayez pas peur », murmura-t-elle. Mais cette fois, la musique ne passa pas. Elle devint plus forte. Plus proche. Et puis, elle entra dans la maison. Personne n'avait ouvert la porte. Personne n'était dehors. Mais la musique était là, résonnant contre les murs. Les enfants se mirent à pleurer. Ngozi se leva. « Allez dans la chambre !» cria-t-elle. Elle courut vers la porte, mais elle ne s'ouvrait pas. La flûte devenait plus perçante. Les tambours plus rapides. Les clochettes juste derrière elle. Elle se retourna lentement. Dans le coin de la pièce, la danseuse se tenait. Robe blanche. Cheveux noirs. Visage toujours caché. Elle ne bougeait pas. Elle restait là. Immobile. Ngozi poussa un cri. Puis, silence. Le lendemain matin, la porte s'ouvrit toute seule. La maison était vide. Pas de corps. Pas de sang. Juste 2 petites empreintes de mains sur le mur et une phrase écrite en cendres. « Tu as fermé la porte mais tu m'as laissé entrer. » Elle s'appelait Eziné. Elle avait 9 ans. Discrète, menue, souvent seule. Elle connaissait les histoires. Elle avait toujours obéi aux règles. Mais un jour, elle demanda à sa mère, si personne ne lui parle, comment va-t-elle s'arrêter de danser? Sa mère ne répondit rien, seulement la peur dans ses yeux. Cette nuit-là, Eziné ne dormit pas. Les récits lui faisaient mal au cœur. Elle ne voyait pas un monstre. Elle voyait une femme autrefois heureuse, laissée seule dans la douleur. Alors, elle fit ce que personne n'avait jamais osé faire. Quand la cloche sonna, elle se posta devant la porte. Et lorsque la musique arriva, elle ouvrit. Juste un peu. Puis elle sortit. Les gens hurlèrent depuis leurs fenêtres, la suppliant de revenir. Mais Eziné marcha lentement vers la place du village. Dans sa main, un tissu blanc. Comme celui que la danseuse portait autrefois. Et elle dansa. Pas vite. Pas avec fierté. Mais doucement. Avec tendresse. Comme si elle disait, « Je te vois, je me souviens. » La musique s'arrêta. Le vent s'arrêta. Au milieu de la place, la danseuse apparut. Pour la première fois, elle ne flottait pas, elle ne tournait pas. Elle restait là, immobile. Puis, lentement, elle leva les bras et dansa aussi. Les 2 dansèrent ensemble. La vivante et l'oubliée. L'enfant et l'esprit. Et quand elles eurent fini, la danseuse s'approcha. Elle posa la main sur la tête d'Eziné. Puis elle se tourna vers la forêt et disparut à jamais. Les années passèrent. La cloche d'Obika est aujourd'hui rouillée. Elle ne sonne plus depuis longtemps. Les gens marchent à nouveau la nuit. Les enfants jouent sous la lune. La musique ne revient plus. La danseuse ne revient plus. Mais au centre du village se dresse une statue. Une fillette en tissu blanc, bras levés pour danser. Et au pied, les anciens ont gravé ces mots, « La douleur ne disparaît pas avec le silence, mais quand quelqu'un ose écouter. » Obika s'en souvient encore. Mais ils n'ont plus peur. Parce qu'un jour, un enfant a eu le courage de répondre par la danse. Pendant que les années défilaient à Obika, les souvenirs de la danseuse en blanc devinrent des légendes murmurées, racontées à la lueur des lanternes, entre les mains calleuses des vieillards et les oreilles grandes ouvertes des enfants. Mais bien que la cloche ne sonnait plus, que la musique n'effleurait plus le village, l'histoire de Neoma, d'Eboubé et d'Eziné restait gravée dans la mémoire du peuple comme une blessure cicatrisée mais toujours sensible. Certains soirs de pleine lune, les anciens jetaient un regard inquiet vers la forêt d'Agosha, s'assurant que le silence restait intact. Les enfants grandissaient dans la paix,
courant librement sous la lumière lunaire, mais toujours avec un fond de prudence dans le cœur. Le manguier sous lequel Neoma et Eboubé s'étaient aimés se dressait toujours au bord du sentier, et parfois, lorsque le vent soufflait doucement, les villageoises disaient sentir un parfum lointain de feuilles froissées et de larmes sèches. La statue désignée trônait au centre du village, drapée de tissu blanc, les bras figés dans une danse éternelle. Les jeunes filles venaient souvent y déposer des fleurs, des cauris ou des morceaux de tissu, pas pour apaiser un esprit, mais pour honorer un souvenir, celui d'une enfant qui avait vu au-delà de la peur. Pourtant, une question persistait, suspendue comme un souffle qu'on n'ose pas expirer, et si la douleur trouvait un autre chemin pour revenir? Cette pensée silencieuse traversa le cœur de Nkem, un vieil homme qui avait vu la danseuse de ses propres yeux, et qui chaque nuit, avant de fermer sa porte, murmurait encore une prière. Mais ce n'était plus la peur qui dominait, c'était le respect, l'écoute, l'humanité. Un matin, alors que le soleil baignait les toits en zinc de sa lumière douce, un jeune garçon s'approcha de la statue et demanda à voix haute, et si elle était toujours là, mais qu'elle ne voulait plus faire de mal? Sa mère lui caressa la tête sans répondre. Ce jour-là, un groupe d'enfants s'assit en cercle sous le grand iroko et demanda à une ancienne de raconter l'histoire, encore une fois. Elle ferma les yeux, inspira profondément, et commença. Ce n'était plus une histoire d'horreur. C'était une histoire de chagrin, d'amour, de mémoire. Ce soir-là, la lune monta lentement, large et dorée. Les familles soupèrent tard, les enfants traînaient près du feu, riant et jouant. Tout semblait paisible. Mais au cœur de la forêt d'Agosha, là où les racines s'entrelacent comme des doigts serrés, un souffle ancien traversa les feuilles. Ce n'était pas un avertissement. C'était un soupir. À la lisière de la forêt, là où jadis Neoma avait dansé seule, une silhouette apparut, mais elle ne bougeait pas. Elle restait là, comme une ombre figée entre les mondes. Personne ne la vit. Personne ne l'entendit. Mais le vent changea de direction, effleurant la statue désignée, et un cauris roula lentement au sol, sans que personne ne l'ait touché. Ce fut tout. Et ce fut suffisant pour que Nkem, ce soir-là, regarde le ciel et murmure, que ta douleur repose, et que notre mémoire veille. Ainsi se referma le chapitre de la danseuse. Non pas dans la peur, mais dans la reconnaissance. Ce n'était plus un avertissement pour fuir. C'était une invitation à ne jamais oublier. La danse, autrefois arme de vengeance, était devenue offrande de paix. Obika retrouva son rythme. Les cloches ne sonnèrent plus. Les fenêtres restèrent ouvertes. Les nuits redevinrent des moments de repos. Et même si, parfois, un tambour résonnait au loin dans les rêves d'un ancien, personne ne paniquait. On disait simplement que Neoma avait peut-être dansé cette nuit-là, pas pour punir, mais pour se souvenir. Et dans ce souvenir, elle n'était plus une ombre. Elle était une femme. Une amante. Une fille du village. Une mémoire vivante. Ainsi, dans le cœur d'Obika, une vérité nouvelle s'était installée, la douleur ne disparaît pas avec le silence. Elle s'apaise quand quelqu'un ose écouter. C'est ce qu'avait fait Ésiné. C'est ce que les enfants apprenaient maintenant. Non plus à courir, mais à comprendre. Et chaque fois que quelqu'un passait devant la statue, il murmurait parfois tout bas, comme une promesse, nous n'oublierons jamais. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines légendes africaines. Like la vidéo, partage-la à quelqu'un qui aime les récits mystérieux, et dis-nous en commentaire, aurais-tu eu le courage de danser comme Ésiné? Active la cloche pour recevoir toutes les nouvelles histoires en avant-première. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'âme profonde de nos traditions.